Salut à tous et bienvenue sur ce live de avant-match spécial Monaco-Graz, spécial Europa League. Et oui, malheureusement, il faut s'y habituer. Maintenant, on va pas parler de Ligue des Champions cette année, on va parler Europa League. Fini les rêves de rentrer de cette petite musique en début de match et de vivre de très très grandes affiches. Bon, on aura quand même de belles affiches cette année, parce que le tirage au sort ne nous a pas forcément été très très favorable et il y aura quand même de gros adversaires. C'est pas forcément le cas sur ce match-ci. Voilà, ok, on va parler de Graz aujourd'hui dans ce match. Je remercie toutes les personnes qui sont connectées ce matin sur le live Twitch, parce que du coup il est quand même tôt ce matin pour faire cette petite vidéo. Merci d'être présent, ça fait toujours plaisir. Europa League, on la retrouve après une première campagne qu'on avait fait en 2015 qui était absolument pas glorieuse, une victoire, 3 nuls et 2 défaites. On avait terminé d'ailleurs par une belle branlée à Tottenham 1-4. Non, 4-1 plutôt, c'était à Tottenham. Donc voilà, il faut espérer essayer de faire d'autres résultats cette saison. J'espère qu'on aura d'autres ambitions, surtout. Parce que je rappelle qu'on n'était même pas capable de gagner le match aller-retour contre Karabag. Donc voilà, toujours faire attention aux petites équipes. C'est pas parce qu'elles ont l'air très simples sur le papier que c'est déjà gagné d'avance. Et surtout qu'on va pouvoir le voir avec le calendrier de notre poule. Il faut absolument pas se rater d'entrée sur ce premier match. Ce premier match, du coup, et cette poule, comme on a pu le voir avec le tirage au sort, du coup, Graz, c'est l'adversaire le plus simple. Il est 159e au classement UEFA, vraiment très très loin. Monaco est encore 40e. Attention, parce que du coup, si on fait pas une grosse saison, on va vite chuter. Parce que je rappelle qu'on a encore le bénéfice de cette saison 2016-2017 qui nous rapporte beaucoup de points. Et du coup, l'année prochaine, forcément, elle va disparaître. Et on va tomber beaucoup plus bas au classement. Comme vous pouvez voir, le calendrier, on commence facile en recevant Graz à domicile. Après, d'ailleurs, on enchaîne par un double déplacement chez des adversaires beaucoup plus coriaces, la Real Sociedad, le PSV Eindhoven. Donc là, ce sera déjà plus dur d'aller chercher des points. Donc il faut absolument prendre déjà les 3 points pour vraiment se mettre bien. Je trouve que les deux adversaires qu'on a sont quand même assez similaires, très proches d'un niveau pas loin d'une autre. Clairement, si on affiche le niveau de jeu qu'on a joué l'année dernière, ou même contre le Shakhtar, normalement on devrait pouvoir s'en sortir facilement de cette poule. Malheureusement, c'est absolument pas le cas depuis le début de la saison, hormis ce match contre les Shakhtar. Donc, il y a possibilité que la poule soit très très serrée, que les 3 premiers se tiennent en rien. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas les perdre des points contre le petit épouvantail de ce groupe. L'Europa League aussi, c'est l'occasion du coup d'attaquer une nouvelle compétition, d'oublier ce qui peut se passer actuellement en Ligue 1, ce départ catastrophique, ce qui a pu se passer aussi en Ligue des Champions et cette élimination qui nous ont finalement fait mal à la tête à nos joueurs. Espérons du coup qu'on puisse partir du bon pied sur celle-ci de compétition et que nos joueurs puissent changer, être dans un autre état d'esprit et que du coup l'élimination enchaînée par cette défaite contre Marseille fasse un peu un choc aux joueurs qui puissent enfin se réveiller et de se dire que il y a possibilité de faire quand même largement autre chose sur le terrain. C'est quand même assez incompréhensible. Je reviens un petit peu quand même sur ce match de Marseille, mais c'est incompréhensible de voir le jeu qu'on affiche contre Marseille, de faire aucun pressing, de absolument déjouer, de ne pas faire notre football. Quand on voit ce qu'on a été capable de faire contre le Shakhtar, le Shakhtar n'est pas forcément bien moins bon que l'OM cette saison, donc on devait proposer vraiment autre chose sur ce match-là, et j'espère que du coup on va pouvoir se réveiller et commencer déjà par ce premier match contre Graz. Graz justement, comme je le disais, actuellement deuxième du coup de sa poule de Bundesliga avec un bon début de saison quand même. Ils ont déjà réalisé 7 matchs en championnat pour 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. La défaite est intervenue en début de saison contre Salzbourg, forcément c'est vraiment la grosse équipe de ce championnat, sinon derrière ils ont plutôt déroulé. On peut rajouter à ça 2 victoires en Coupe d'Europe pour se qualifier du coup pour cette Europa League, plus une victoire en coupe, qui fait que sur les 10 matchs qu'ils ont déjà joués, 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, vraiment un très bon bilan. 30 buts inscrits quand même en 10 matchs, ce qui est beaucoup, 11 buts encaissés. À noter, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, Graz, ça fait un moment qu'ils l'ont pas vu, même si tous les étés ils y sont et ils jouent les tours préliminaires ou les barrages et se font généralement sortir. Il faut remonter en 2011 pour les voir dans une poule de Coupe d'Europe, c'était aussi déjà en Europa League. Concernant les codes Vbet, forcément, comme nous, ils espèrent fortement une victoire de l'AS Monaco et ont vraiment du mal à imaginer autre chose. La cote du match nul est quand même très haut, 4-6, et même de la victoire de Graz est à 7-5. Donc voilà, en toute logique, vraiment, Monaco devrait l'emporter sur ce match-ci. Du coup, les joueurs qui ont été convoqués, il y en a 23 qui ont été appelés, 22 seront sur la feuille de match, donc il y en a un qui va sortir et être en tribune. On doute fortement que ce sera un gardien, Emanone, en toute logique, qui va aller s'asseoir en tribune. Les absents, pour moi, une absence vraiment
qui est vraiment très importante, c'est celle de Sidibé, toujours absent depuis sa blessure contre le Shakhtar fin août. Ça commence à faire un petit peu long pour lui, et on en a cruellement besoin, parce qu'on a bien pu voir qu'en défense, on a des gros soucis. Certes, on a Maripane là qui revient de sélection, que ça va nous faire du bien, mais on n'aurait pas dit non plus à un petit Sidibé. Forcément, sur ce match, on n'en a pas non plus obligatoirement besoin, mais bon, on se doute derrière, il y a le derby, et ce serait bien du coup qu'il revienne le plus rapidement possible pour pouvoir enchaîner du coup 90 minutes sur un match. Autre absence, Boadou n'est pas là, donc il laissera pas peu de choix au coach du coup en attaque. Il est malade. On nous a assuré du coup qu'il n'était pas la Covid, donc du coup normalement il devrait être disponible dès ce week-end. Un petit up qui fait qu'il n'est pas dans le groupe. Les autres absences sont 3 autres joueurs qui ne sont pas inscrits sur la feuille de match, donc pas de raison de les voir présents dans le groupe. Seul joueur qui est inscrit sur la liste qui est absent, du coup, c'est Liénard, 4ème gardien. On n'a déjà pas besoin de 3, donc forcément le 4ème, normal qu'il ne soit pas là. Concernant les suspensions, je rappelle que du coup tous les cartons jaunes qui ont été pris pendant les 4 matchs de qualification en Ligue des Champions sont annulés. Ils ne sont pas là pour la phase de poule d'Europa League, on repart à 0. Heureusement, parce que du coup c'était au bout de 3 qu'on est suspendu, et Tchouaméni, Fofana et Badiachil en avaient déjà 2. Donc du coup il faut tenir jusqu'aux cartes finales avant que du coup ils soient à nouveau effacés, donc ça aurait été assez compliqué de ne pas prendre un carton jaune d'ici là. Concernant notre adversaire, petit point rapide sur leur mercato pour voir vraiment s'il y a eu des mouvements assez intéressants de tout leur côté. Bon, on peut le voir pas spécialement. Déjà qu'il n'y a pas de mouvement d'argent, très très peu, parce qu'il y a un seul transfert payant, il est pour 400 000 euros. Le reste des transferts sont des mouvements gratuits qui ont été faits, donc très peu de mouvements quand même, en tout cas sur cette équipe pendant cet été. On pourra noter quand même l'arrivée du coup de Sakaria, on le verra après, qui est une très très belle recrue qui performe, arrivée gratuitement de l'Australia de Vienne. Qui fait vraiment du bien en tout cas à cette équipe sur ce début de saison. Côté départ, les deux seuls importants que j'ai pu noter, c'est les départs de 2 attaquants qui sont partis gratuitement du club, mais bon voilà, ils avaient inscrit 7 et 8 buts la saison dernière pour le club, donc pas forcément de très grosses pertes pour le club. Concernant le groupe et les joueurs qui ont été convoqués par le coach, pas vraiment de surprise, voilà, 3 absences pour blessure, mais qui sont absents depuis le début de la saison, ils n'ont pas encore participé à des matchs, donc c'est vraiment un groupe au complet, en tout cas pour l'instant, qui sera présent au Louis II pour pouvoir jouer contre nous. Concernant les joueurs peut-être à surveiller, j'ai noté quand même 3 internationaux dans cette équipe, c'est quand même très peu, et un seul du coup autrichien, Janitzer. Je vais avoir un peu du mal sur la prononciation des joueurs, vous en doutez, j'ai déjà du mal sur les équipes habituellement, mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Un autre international géorgien et un autre Stankovic, qui est international slovène. Concernant les joueurs à surveiller, Sakaria, comme je le disais, il est déjà auteur de 7 buts et une passe décisive depuis le début de la saison. C'est beaucoup, quand on regarde de notre côté, on a du mal à trouver quelqu'un qui arrive à 3 unités déjà. Eux, on sont déjà largement beaucoup plus haut. Yoba, l'autre attaquant, est à 6 buts et 4 passes décisives. Et Jancher, justement, l'international géorgien, 5 buts, 8 passes décisives aussi. Voilà, donc, on peut dérouler encore longtemps. Il y a énormément de joueurs qui ont marqué des buts, fait des passes décisives. Forcément, avec 30 buts, ça offre plus d'opportunités de voir des attaquants qui performent. En tout cas, voilà, l'attaque, en tout cas, a bien performé et plutôt ont confiance en arrivant à Monaco. Concernant les stades, du coup, j'ai récupéré l'ensemble des matchs de l'AS Monaco, Ligue 1 et Coupe d'Europe, identiques pour Graz. Je n'ai pas pris le match de Coupe qu'ils ont pu effectuer, ils l'ont gagné 9-0, premier tour de Coupe, forcément pas trop d'intérêt du coup de rajouter cette statistique qui va casser du coup un peu les autres statistiques, surtout, bon, j'ai pas non plus toutes les infos sur ce genre de petits matchs là. En tout cas, de ce qu'on peut regarder, déjà de cette équipe, c'est une équipe forcément qui inscrit beaucoup de buts. J'ai dit 30 sur 10, mais du coup, ça ramène à 2,3 sur les 9 matchs. Une équipe qui frappe énormément aussi, 18 frappes, là où on est à peine à 13. Après, ça vient aussi que c'est un championnat qui est quand même beaucoup plus faible. Il y a quand même très peu de très bonnes équipes, de grosses équipes. Ça reste des équipes très faibles derrière, qui ont largement pas le niveau de la Ligue 1, forcément. Donc c'est un peu plus dur de tirer des enseignements sur ces matchs-là. Mais on peut quand même voir du coup que l'équipe encaisse pas mal de buts, parce que c'est 1,2 buts encaissés par match. Il y a un seul clean sheet depuis le début de la saison et il commence un peu à dater. Donc cette équipe, malgré le fait de rencontrer des équipes assez faibles tous les week-ends, encaisse des buts assez régulièrement, laisse pourtant peu d'opportunités, 12 tirs subis par match, ce qui est pas beaucoup. Et pourtant, il y a pas mal de buts encaissés. On le retrouve aussi sur la statistique de gardien, 2,2 buts arrêts effectués par leurs gardiens, ça reste très faible, bon, même si c'est supérieur aux nôtres, mais on le sait que nous on a encore d'autres problèmes aussi de ce côté-ci. Donc voilà, donc il y a des opportunités à mon avis du côté de la défense à saisir de notre part. On peut voir que c'est une équipe qui a la possession, mais pas énormément.
C'est très rare qu'il n'ait pas la possession, parce que même quand il joue contre des grosses équipes, soit en Coupe d'Europe ou contre Salzbourg, ça reste quand même vers les 49%. C'est généralement au-dessus des 50, mais pas énormément. Par contre, assez surprenant, c'est qu'il y a très très peu de passes pour l'équipe. Pourtant, ils ont la possession, mais ils sont vraiment très très bas sur le nombre de passes. Donc plutôt un jeu, à mon avis, direct, où les joueurs dribblent et gardent le ballon, parce qu'il y a énormément de passes perdues aussi. 72%, c'est un ratio qui est très très bas. C'est le bas-fond de la Ligue 1 des clubs qui ont vraiment le plus de mal à construire du jeu, ont ces ratios-là. Concernant la forme du club, ce que je disais sur le bilan, c'est 7 victoires, 2 nuls, 1 défaite, il est beaucoup moins bon sur les derniers matchs. Ce qui pourrait être du coup à notre avantage. Sur les 3 derniers matchs de championnat, c'est 2 matchs nuls et une victoire à l'arraché 2-1. Donc voilà, ils sont un peu moins en forme actuellement. Nous d'en profiter, parce qu'actuellement aussi on n'est pas forcément en forme. Ce serait bien du coup d'aller chercher une première victoire. Concernant l'historique, oui, il existe. Il y a un historique entre ces deux clubs. Il y a eu un match dans les années 2000. C'est bien pour ça que j'ai ressorti le maillot des années 2000 aussi. Le match à domicile est plutôt une référence, parce que c'est 5-0 sur le match de poule de Ligue des Champions, je rappelle. Le match retour plus compliqué, on va perdre 2-0. Match aller, je rappelle, c'est un triplé de Marco Simone. C'est-à-dire le flocage, je suis dans le 2, je vais pas prendre le temps de me retourner, mais c'est le maillot de Marco que j'ai pris aujourd'hui. Mauvais souvenir quand même, parce que même si on a l'impression de cette balader contre eux en mettant 5-0, je rappelle que cette année-là, on finit dernier de notre poule de Ligue des Champions. Qui c'est qui finit premier ? C'est Graz, justement. On va espérer du coup suivre l'exemple qu'on a pu avoir sur le match à domicile, mais pas sur la phase de poule. Donc voilà, ça fait un match sur 2 gagné pour eux sur l'historique entre les deux clubs. Concernant les compos médias, j'ai du mal à les sortir, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard ce matin, parce que j'ai un peu couru pour avoir celle de l'équipe. Merci en tout cas à ceux sur Twitter qui ont pu me la donner, parce que du coup ceux avec qui je la récupère habituellement ne l'avaient pas publié pour l'instant. Voilà. J'ai quand même réussi à la voir juste avant de lancer l'émission, heureusement. La compo côté Monégasque, pas de surprise, c'est exactement les deux mêmes 11 qui sont annoncés. Non, a priori, non, il y a une différence entre Golovin et Diop, pardon. J'ai eu l'impression que c'était les mêmes, mais non. Du coup, la défense, on reste sur un système à 3 défenseurs, pas forcément sur quoi moi je partirais. Du coup, avec Aguilar, vu que Sidibé n'est pas là, pas de Matsima non plus, on ne tente pas ça, ça a été assez catastrophique malheureusement pour lui sur ce match-ci. Le double pivot Tchouamini Fofana, même si ce serait pas fou de voir un Lucas apparaître sur ce match-ci, parce que du coup je rappelle qu'on joue quand même dimanche contre Nice, donc il y aura possibilité de faire tourner, mais voilà. On a besoin d'une victoire, à mon avis, il vaut mieux aligner vraiment la meilleure équipe possible pour aller chercher un résultat et se rassurer sur ce match-ci. Ben Yedder volant devant, forcément, vu que de toute façon Boadou n'est pas là et on va pas lancer Isidore sur un match comme ça. Et le petit choix entre Golovin qui revient de blessure et Diop. À voir qui c'est du coup qui a récupéré cette deuxième place de milieu offensif sur le 3-4-3. Côté de l'adversaire, pas énormément de différence non plus entre les deux compos, ça se joue du coup sur le poste de défenseur latéral droit entre Jack et Gazi Begovic. Désolé pour les prononciations encore une fois. Au milieu de terrain du coup un Djubit et Stankovic pour l'équipe, pour la pointe basse du milieu de terrain. Autrement les deux équipes évoluent toujours en 4-3-3. Forcément. Merci pour dire merci pour le travail que je fais, c'est très sympa Laurent. Voilà, donc pas de surprise, on reste vraiment avec les 11 qui sont alignés habituellement par cette équipe. On retrouve bien sûr l'armada offensive devant, celle qui a inscrit tous les buts sur le début de la saison, ils sont bien présents. Ils vont nous faire mal, j'espère que du coup on arrivera quand même bien à les bloquer. Concernant l'arbitrage, là du coup il y a peu d'infos sur lui, c'est du coup très très peu de matchs en Coupe d'Europe, 0 quand on est avec l'AS Monaco forcément, 0 aussi pour les clubs français, même si j'ai retrouvé des matchs de U21, de Young League, voilà, pas non plus s'intéresser à ça. Monsieur Rumsas, donc le lituanien, a quand même fait plus d'une centaine de matchs en tant que professionnel dans son pays, mais aussi international et européen, même s'il n'y en a pas énormément. Ça reste 4,2 cartons jaunes distribués pas mal, c'est quand même pas mal, mais surtout 0,28 cartons rouges, ce qui fait qu'il donne un carton rouge tous les 1 carton rouge tous les 3,6 matchs, donc c'est quand même assez important pour être noté. Attention à ne pas prendre non plus un carton rouge dès l'entame, ça nous ferait très très mal pour les 2 déplacements après qu'il y a quand même. On a déjà eu un arbitre lituanien sur les matchs depuis 2016, depuis que moi je note l'arbitrage et je récupère les notations des médias, ça ne nous a pas forcément réussi, c'était la défaite 3-0 à Leverkusen en 2016-2017. L'arbitrage n'avait pas forcément très très bon, l'équipe non plus, parce que je rappelle qu'on avait fait tourner, on avait mis les jeunes vu qu'on était déjà qualifiés.
Concernant mes pronostics, j'ai beaucoup hésité sur le score, surtout sur le but qu'on encaisserait ou non. J'étais parti sur un but encaissé, après je me dis que l'équipe va vouloir vraiment se rassurer de ce côté-ci et essayer de faire quand même un clean sheet et quand même de bien défendre, même si en face ça reste quand même de très bons attaquants qui performent et qui sont en confiance. Ils sont un peu plus en berne actuellement sur les derniers résultats et ça reste quand même un championnat assez faible, donc c'est assez dur de prendre non plus des informations là-dessus. Je pense qu'on doit pouvoir être capable d'aller gagner ce match, on se doit de le gagner 2-0 minimum. J'aimerais même qu'on aille chercher un peu un 3-4-0 pour vraiment se rassurer et se faire du bien avant d'enchaîner du coup des matchs beaucoup plus compliqués qui arrivent après avec le derby et les déplacements en Europa League, pas Ligue des Champions malheureusement. Concernant le 11, forcément double dans les cages, si vous avez vu Jackie pour les pronos ASM, changez tout de suite. C'était annoncé comme quoi qu'il serait titulaire, que voilà, Kovac lui fait confiance et qu'il a besoin de temps de jeu pour du coup arrive à enchaîner du coup les bons résultats. Je vais pas revenir forcément sur le discours de Kovac sur lui, mais c'était assez aberrant de l'entendre dire que il a pu très peu se mettre en avant parce qu'il y a eu très peu de situations, mais du coup c'était un peu la faute de ses défenseurs parce qu'il le protégeait pas assez. Donc, du coup je vois pas comment les deux sont compatibles. Mais bon, et après du coup il excuse parce que du coup il a eu que des 1 contre 1 à faire, c'était compliqué. C'est pourtant un peu le travail d'un gardien quand même de réaliser des 1 contre 1 et de les gagner. Mais enfin bon, la défense centrale pour moi, le retour de Maripat absolument, il y en a besoin, pas de 10 à 6 si possible. Une doublette avec Badiachil, je ferais ça très bien, on doit jouer plus offensif sur ce match-là, donc avec une défense à 4 et un Aguilar et Enrique qui prennent les côtés. Le milieu de terrain, je choisis de ne pas faire tourner, donc du coup d'avoir Fofana, Chouameni. Comme j'ai dit, c'est possible, franchement, ça ne m'étonnerait pas de voir un Lucas débuter sur ce match-ci. Sur les ailes, moi j'ai choisi du coup de prendre Diop plutôt que Golovin. J'avais mis Golovin hier soir, je suis repassé sur Diop parce que je me dis que peut-être que la blessure de Golovin lui permet pas de jouer 90 minutes tout de suite. Donc voilà, je vais pas prendre trop de risques là-dessus et je vais partir sur Diop en attaque forcément. Yederland me paraît quand même le plus simple à mettre en place. Je pars sur Gelson Martin comme homme du match, parce que ça fait un moment quand même qui fait de très bonnes performances, qui fait des bons débuts de match. C'est pas régulier, je trouve qu'il a un peu du mal à tenir 90 minutes. C'est un joueur qui a plutôt bien réussi sur les premiers matchs européens, surtout qu'on a joué contre le Sparta Prague, qui est à peu près un même niveau pour moi. Ouais, donc je fais plutôt confiance. Je voulais pas mettre tous mes yeux dans le même panier avec la question sur Ben Yedder plus tard et remettre Ben Yedder homme du match. Donc voilà, je pars sur Gelson Martins. Concernant les possessions, le nombre de possessions que va perdre Monaco, alors là, c'est une question un peu particulière, tout le monde ne connaît pas forcément cette stat, c'est pas le nombre de ballons perdus par les passes qui est donné, c'est ça concerne vraiment toutes les possessions qu'on peut perdre. Pour vous donner un peu plus d'informations, sur les 9 matchs qui a réalisé l'AS Monaco, on a une moyenne de 148 possessions perdues. 3 fois on a été en dessous des 140 justement. De l'autre côté Graz, les statistiques des adversaires de Graz, donc sur le nombre de possessions que fait perdre Graz à ses adversaires, ça tourne à 164 de moyenne sur les 7 matchs de championnat, je peux eu les infos sur les autres matchs. Et du coup, ça n'est jamais arrivé que leur adversaire perde moins de 140 possessions. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis parti sur un wish que Monaco ne réalise pas souvent des prestations où ils perdent aussi peu de possessions. Graz, c'est une équipe qui fait perdre aussi beaucoup de possessions à ses adversaires. Donc voilà, je vais partir sur un oui, même si c'est absolument pas l'avis de ceux qui ont voté pour l'instant. Le nombre d'arrêts, question très compliquée, parce qu'entre le fait que Nobel ne fait pas d'arrêt, qu'à chaque fois qu'il y a une frappe, ça finit un peu au fond, le fait que notre adversaire n'aura pas énormément non plus d'occasion de pouvoir frapper et mettre notre gardien en avant, donc je passe sur sa stat moyenne qui est 2 arrêts par match. Bon, même si elle a 1,6, j'ai arrondi un peu au-dessus sur une équipe qui doit être un peu plus faible que les autres qu'on a pu rencontrer. Je pars sur 2, sachant que je rappelle que la question c'est entre 0 et 4 et plus. Est-ce que Ben Yedder va marquer C'est assez compliqué, je vais dire quand même un oui. Je fais confiance parce qu'en Coupe d'Europe, pour l'instant, il nous a toujours plutôt bien réussi. C'est lui, du coup, qui est là contre le Shakhtar qui fait ce doublé. Du coup, je pense qu'il peut aussi être buteur sur ce match-ci et nous délivrer. Il a fait un très mauvais match, je trouve, contre Marseille, on le voit absolument pas. Donc j'espère qu'il va vouloir un peu se reprendre, se mettre un peu plus en avant. Donc ouais, je lui fais confiance, il faut marquer un but. Voilà, c'était ma présentation du coup pour ce match contre Graz. Je vous ai pas forcément appris grand chose sur cette équipe parce que c'est assez dur. J'ai essayé de chercher un peu des infos pour le style de jeu et tout, essayer de lire un peu les articles qui ont pu sortir ce matin. Il n'y a pas eu grand chose, donc bon, c'est assez compliqué de parler d'une équipe d'un championnat vraiment secondaire. À mon avis, ce sera déjà beaucoup plus simple de parler de la Real ou du PSV Eindhoven. Donc voilà, pour commencer, déjà il faut aller chercher cette victoire contre les Autrichiens.
En tout cas, bah, merci de m'avoir suivi, merci pour tous ceux qui sont présents sur le live Twitch. On va pouvoir continuer un peu à discuter ensemble sur le chat, ça fait toujours plaisir, je trouve. Merci pour tous ceux qui me suivent aussi sur YouTube, qui sont abonnés à ma chaîne récemment aussi, ça fait plaisir. Merci aussi pour le nombre de vues pour Marseille, parce que j'ai dépassé les 1000 vues. C'est pas souvent que je dépasse les 1000 vues sur les vidéos YouTube. Je suis un peu aidé par les Marseillais, j'avoue. Donc ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos marchent bien, ça motive pour en faire, et du coup se lever un peu plus tôt le matin et faire des vidéos à 8h30 comme ça. Voilà, en tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao.